Rafael Nadal, légende du tennis, est sur la toute fin de sa carrière. On se dit même que dans quelques mois ce sera terminé au vu de la tournure que prend son retour qui est sans cesse repoussé. Une année 2023 quasi blanche avec 4 matchs disputés pour 2 défaites et une année 2024 pas plus fournie avec un seul tournoi joué, Brisbane, 2 victoires pour une défaite et globalement depuis Roland Garros 2022 il n'est plus compétitif, il ne peut plus prétendre au plus grand titre. Alors la faute à qui? Bah à son corps qui le lâche une énième fois et qui semble dire stop. Stop à ses souffrances infligées depuis 20 ans. Stop à cette brutalité sur le court qui augmente sa vulnérabilité et le risque de blessure. Alors avec Cons et Rob, on s'est posé et on a abordé le Canadal dans sa globalité. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à nous dire ce que tu penses de chacun des points qu'on aborde en commentaire. Un retour encore attendu, des choix plus que douteux, et pourtant une année olympique qui va imposer une grande lucidité au niveau des choix. Et dans tout ça, un départ à la retraite qui prend plus des airs de celui de Federer plutôt que celui de Sampras. On attaque juste après le jingle. Cons et Rob, comment ça va? Salut à tous les deux, ça va très très bien. Je pense que ça va un peu mieux que l'ami Rafa là, avec beaucoup d'incertitudes. En ce moment, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger sur l'ami espagnol. Un plaisir aussi d'être avec vous pour parler du cas Rafa, qui a compliqué cette saison et qui anime un petit peu tous les fans de tennis, savoir s'il va revenir ou pas. Donc, ça va être cool de pouvoir en parler ensemble en tout cas. Exact, il y en a des choses à dire sur Rafa. On peut peut-être commencer avec ce qu'on a vu de lui ces derniers temps, le peu qu'on a vu de lui. C'était à Brisbane au mois de janvier, au tout début de l'année. Vite fait, sur ces 3 matchs qu'on a vus contre Thiem, contre Kubler, contre Thompson, comment vous l'avez jaugé? Est-ce que vous vous êtes dit peut-être qu'il va pouvoir revenir? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, il vous a inquiété? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, Rafa, il va être trop court pour le circuit cette année? Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu jouer? Rob? Moi, j'étais plutôt optimiste quand j'ai vu jouer à Brisbane. Alors, certes, son premier match, c'est contre Dominic Thiem. On sait que Dominic Thiem, il est quand même dans un creux, c'est très compliqué pour lui. Moi, je le trouvais convaincant quand même. La puissance de frappe était là en coup droit. On le voyait très clairement. Même en revers, je trouvais que c'était pas mal. Là où je l'ai trouvé plus moyen, c'était forcément au niveau des déplacements. Je trouvais qu'il était assez lent encore. Donc, je m'attendais vraiment à pire et j'étais assez convaincu sur son premier match. Le deuxième match, pour moi, je l'élimine un peu contre Kubler parce que c'est un Kubler blessé, donc difficile de vraiment savoir. Après, il fait le boulot, rien à dire. Et c'est le troisième match qui est sûrement le plus intéressant pour nous, contre Thompson, qui montre un peu qu'il était en manque de rythme, en difficulté pour conclure. On sait qu'il a des balles de match dans le deuxième set. Et après, ça a montré aussi ses limites une nouvelle fois physiques, malheureusement, dans le troisième set. Une petite douleur, et puis on sentait que c'était plus compliqué de tenir. Donc, au global, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un espoir, notamment face à Thiem. De bonnes séquences aussi contre Thompson. Donc, moi, je me disais, pourquoi pas, enfin, je voyais plutôt avoir un niveau top 15, top 20. Et je me suis dit, pourquoi pas aller faire des coups. Après, je sais pas, toi, Con, ce que tu en penses, mais... Déjà, ce qu'il faut parler, c'est le contexte, le fait que Nadal n'avait plus joué depuis 1 an. Donc certes, c'était pas du grand Rafa, mais quand on prend ça en considération et quand on le met dans la balance, honnêtement, ces 2 premiers matchs, ça pouvait être que positif par rapport à ce qu'il a fait. Donc certes, ce n'est que Thiem et que Kubler, mais on a vu de très bonnes séquences et vraiment que Nadal avait toujours cette grinta, était capable d'aller chercher des gros points. Côté coup droit, ça sortait très bien de sa raquette. Après, comme Josh l'avait mentionné, dans l'axe, c'est toujours très très solide. Par contre, c'est dans ses déplacements latéraux où c'est beaucoup plus compliqué, et notamment côté revers quand on lui prend du temps. Et Jordan Thompson, ce qu'il a affiché, c'est la bonne tactique pour gêner Rafa sur dur. C'est déjà ce que Djokovic fait excellemment bien sur cette surface, c'est-à-dire de lui priver du temps avec son revers pour l'attaquer de la diagonale revers sur son coup droit, où vraiment il lui prive un maximum de temps et ensuite attaquer long ligne sur le côté revers de Rafa. Et là, il n'y est plus du tout physiquement. Donc il y avait quand même une source, je trouve, d'optimisme par rapport à ce qu'on a vu. La seule inquiétude, vraiment, c'était qu'il finit la rencontre contre Thompson blessé. S'il l'avait fini, on va dire, sans pépin physique, je pense qu'on aurait pu être convaincu du retour de Rafa. Complètement, je vous suis assez globalement. Moi, c'est vrai que je me souviens que j'avais été agréablement surpris forcément contre Thiem et Kubler, même si voilà, Kubler, il était chez lui. Je pense qu'il était un peu sous pression, il n'a pas pu faire grand-chose. Et forcément, Thompson, très intéressant, Thompson qui a fait, qui est resté assez en forme cette année et qui a pris sa chance et qui a vraiment su gêner Rafa, mais on a quand même senti des on a vu des très très belles choses avec des signes positifs. Rob, tu m'as dit top 15-20, top, voilà, qui pouvait jouer top 15, top 20. Voilà, ça montre quand même qu'il y avait un fond de jeu. Je sais pas, voilà, moi je l'aurais mis, ouais,
peut-être niveau top 30, elle est ouais, top 30, Ouais, Ouais, voire top on 30. se rejoint. ouais, je suis On se d'accord, rejoint top un 30. Ouais. peu. Mais Ce qui est quand effectivement, voilà, même, encore une fois, faut réaliser, ce qui est À quand même 37 monstrueux ans, c'est pour un exceptionnel. joueur qui n'a pas joué depuis un an en compétition. Et donc, certes, il y en a qui vont dire c'est que Team, c'est que Kubler, mais il faut se rendre compte quand même. Et je pense qu'il y en a pas qui, enfin voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas réalisé ça à ce moment-là, mais c'est assez dingue. Même si après on a été on a, rattrapé par, C'est fou. par ce qu'on sait. C'est clair, c'est fou. on a vu Tim, comment il a eu du mal à revenir et ce que fait Rafa, bah, ça montre aussi par rapport à un team que c'est exceptionnel, quoi. Maintenant, on va peut-être parler de la gestion de Rafa, de ses choix qu'il fait. Je sais que ça en étonne plus d'un et forcément, je pense que vous êtes pas forcément en phase avec ce qu'il a pu nous montrer en termes de gestion calendaire. Qu'est-ce que vous pensez un peu sur on va dire, sur un horizon de temps voilà, assez court, mais sur ces 2-3 dernières années de sa gestion, justement là où il est le plus vieux, donc là où il est censé optimiser le plus ces tournois qu'il fait. On sait que Roger, il prévoyait ses tournois 1 an, voire 1 an et demi à l'avance. Il planifiait ça vraiment avec son équipe. Novak, on sait qu'il a une gestion vraiment nickel, quasi nickel de ces tournois sur la saison. Rafa, on voit que ça peut pêcher un peu plus. Conce, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'imagine que tu voilà, pas forcément d'accord avec ce qu'il nous fait. Ouais, en un seul mot, pour moi, c'est catastrophique. Et pourtant, vous le savez, c'est affiché ici, je suis un grand fan de Rafa. Je n'ai jamais compris ses choix de calendrier. Après, il y a sans doute des raisons économiques. Le Netflix Slam qui a été repoussé d'un an. Donc ça, on n'a pas les petits papiers de ces différents dossiers. Mais c'est vrai que c'est une forme de running gag, ce qu'on est en train d'assister. Et c'est vraiment frustrant. Parce que Rafa, depuis plus d'un an maintenant, il poste pas mal de vidéos de ses entraînements. On le voit taper majoritairement dans l'axe. Dans ses déplacements latéraux, hormis côté coup droit, côté revers, souvent c'est très lent, comme on l'a déjà remarqué. Et à chaque fois, il y a des forfaits. Il se pète à un endroit différent en plus, où il y a le corps qui commence à lâcher par rapport à cette débauche d'énergie tout au long de sa carrière. Et c'est vrai que je ne comprends pas déjà pourquoi revenir en début d'année sur dur. On sait que c'est le plus contraignant pour lui au niveau des appuis par rapport à ses genoux. Il s'est souvent blessé sur cette surface. Pourquoi pas optimiser et juste jouer la terre battue? Ok, t'as loupé un an, autant revenir sur ta surface de cœur comme tu avais fait en 2013 pour prendre de la confiance, aller chercher des points, etc., pour être prêt pour ton objectif qui est Roland Garros, qui est les Jeux Olympiques. Mais non, il revient à Brisbane, il veut faire l'Open d'Australie. Bon, il va pas à l'Open d'Australie parce que je pense qu'il voyait très bien qu'il n'était pas compétitif, même s'il avait une alerte suite à son match contre Thompson. Ensuite, on nous parle de Doha, d'Indian Wells. Il y a ce Netflix Slam entre-temps où on n'y comprend rien du tout. Il se reblesse a priori au dos, il lâche la Californie. Là, il y a beaucoup d'incertitudes sur la saison sur Terre. Donc c'est vrai que je suis un peu mitigé par rapport à cette gestion. Je ne comprends pas tous les tenants et aboutissants, on n'a pas forcément toutes les informations. Mais pour moi, comme un Novak Djokovic qui excelle dans cet art-là, et même Roger Federer à un degré moindre, il aurait dû optimiser sa préparation et optimiser ses objectifs pour atteindre un pic de forme. C'est quand? C'est en mai pour Roland Garros. Et là, on a clairement des doutes de le voir même concourir au Grand Chelem parisien. Donc, c'est dire cette gestion qui nous a fait. Donc, je ne sais pas toi, Rob, ce que tu en penses. Et surtout, si tu partages cet avis, quelle est ta sensibilité par rapport à tout ça, par rapport à ses choix? Est-ce que tu penses qu'il y a des dessous économiques? Est-ce que tu penses que c'est juste parce que Rafa est un passionné et qu'il veut se tuer à la tâche? Moi, je te rejoins globalement. Je vais faire dans l'ordre chronologique plutôt en 2022 déjà. Je trouvais qu'il y avait des choix un peu douteux. On sent que, bon, déjà, il se blesse à Wimbledon, malheureusement. Il peut pas disputer sa demi-finale contre Nick Kyrgios. Mais moi, ce qui m'avait marqué surtout, c'était un peu l'acharnement après. On savait qu'il s'était blessé à Wimbledon. Il va à l'US Open, mais on sent que c'est un Rafa. C'est pas le grand Rafa de la première partie de saison et il peut pas faire grand-chose contre Tiafoe. Et après, il s'acharne aussi à faire... si je dis pas de bêtises, il tente de faire Paris-Bercy et le Masters. Alors, c'est pas des tournois qui lui réussissent habituellement et en plus, il sort d'une blessure. Enfin, pour moi, il fallait couper à ce moment-là. Et après, on peut pas être certain que c'est ça, mais pour moi, sa blessure à l'Open d'Australie en 2023, c'est un peu lié à ça aussi. Je trouve qu'il a tiré sur la corde sur des tournois pas obligatoires pour lui, où il performe peu en indoor, et au final, il se blesse à l'Open d'Australie malheureusement. Et après, pour cette saison, l'Australie, pour moi, je suis peut-être pas aussi catégorique que toi. Je pense qu'il a vraiment besoin de confiance. Et il y a aussi au fond de sa pensée, je pense, ce côté, est-ce que c'est ma dernière saison ou pas? Et il s'est peut-être dit, l'Australie, j'ai quand même gagné là-bas il y a pas longtemps. Il m'aime bien là-bas. Est-ce que je vais peut-être pas faire ma tournée d'adieu? J'ai quand même envie de revenir un petit peu en Australie et je pense qu'il a aussi besoin de savoir où il en était
besoin de rythme un petit peu avant la terre battue. Donc moi, faire Brisbane, ça me choque pas. Surtout comme on l'a dit avant, il jouait plutôt bien à Brisbane. Ne pas aller à l'Open d'Australie, pour moi, c'était le bon choix parce que sur 3-7 gagnants avec une douleur, pour moi, c'était du suicide. Après, là, par contre, où je suis pas d'accord, c'est cette tournée américaine où il fait n'importe quoi. Déjà, pour moi, aller à Doha, ça avait pas trop de sens. Et surtout faire l'aller-retour au final juste pour faire le Netflix Slam pour de l'argent. Alors bien entendu, on sait que l'année passée, il n'avait pas pu le faire avec cette blessure, donc il devait un petit peu quelque chose à Netflix. Mais au final, il se fait mal au dos. Et au final, il arrive sur Terre et on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas s'il va pouvoir être là. S'il est là, on ne sait pas le niveau qu'il aura. Et je trouve ça dommage parce que la fin de Rafa, moi, j'aimerais la voir sur Terre, dans de bonnes conditions. Et là, au final, il va peut-être se gâcher une potentielle belle fin. Et on aura le temps d'en reparler après. Mais je trouve ça dommage, quoi. Je comprends un petit peu le choix de l'Open d'Australie, enfin de l'Australie. Par contre, je ne comprends pas la suite, qui pour moi est catastrophique Et aussi. pour rebondir sur ce que tu dis, Rob, j'ai une théorie, et là, ça engage que moi, hein, il y a rien qui est prouvé ou quoi. C'est que, comme tu le disais, c'est peut-être sa dernière saison. Donc, c'est pour ça qu'il s'est rendu en Australie, pour faire potentiellement ses adieux. Et pour moi, je pense que Brisbane, c'était le bon compromis. Parce que dans sa tête, qu'il soit blessé ou pas après contre Thompson, je pense qu'il savait qu'il n'était pas prêt à concourir C'est chaud. pour des matchs en 5-7. Donc il se dit, pourquoi pas aller dire adieu, entre guillemets, au public australien à Brisbane. Comme ça, après, à l'Open d'Australie, j'y vais pas, mais j'ai aucun regret. J'ai vu le public australien. Et pareil, en Californie, aussi, on sait qu'Indian Wells, c'est un tournoi qui compte pour lui, où il y a eu, du coup, ce Netflix Slam, qui, quoi qu'il arrive, était là, et qu'il arrivait extrêmement tôt pour s'entraîner à Indian Wells. Et donc là aussi, il a pu profiter un peu du bain de foule et de ses fans avant de déclarer forfait. Donc je me dis, pourquoi pas dans sa tête, qu'il y a ce compromis Ça. à se dire, j'ai quand même vu un peu mes fans. Et là où je serais curieux d'avoir ton avis, Josh, c'est sur justement notre titre un peu de vidéo, passion ou obstination. Ce qui m'avait choqué en 2022, c'était quand Rafa, quand il est allé à Acapulco après son sacre à l'Open d'Australie, il avait dit, si je joue moins, on peut plus me considérer comme un joueur de tennis, en fait. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que Rafa, dans sa tête, il a jamais été calculateur. Il joue vraiment par passion. S'il se sent bien, s'il est bien dans sa tête et qu'il est prêt à concourir, il va s'aligner sur un tournoi. Et en aucun cas, il va vouloir zapper des tournois justement pour préparer l'après et préparer ses gros objectifs. Je sais pas ce que tu en penses, Josh. Ouais, bon, déjà sur la gestion, vous avez un peu tout dit, hein. C'est dur de comprendre ses choix, forcément. Tu l'as dit, Cons, est-ce que c'était de la passion ou plus des enjeux financiers? Il y a les deux, très probablement que c'est les deux. Sur ta théorie que tu as énoncée, je vais à Brisbane un peu pour faire une sorte d'adieu en sachant bien que je vais pas aller à Melbourne, j'ai du mal à la faire mienne. Étant donné que s'il va en Australie, je pense qu'il avait quand même en tête de jouer l'Open d'Australie, qui perd au deuxième tour ou en huitième ou en demi. Enfin, je ne peux pas imaginer le fait qu'il aille juste à Brisbane pour faire un mini adieu entre guillemets. Pareil pour la Californie. Après, ça peut se tenir, hein, c'est une possibilité. Moi, j'ai un peu plus de mal à le ressentir comme ça. Et sur le côté passion-obstination, on sait que Rafa, c'est un mort de faim. Je pense que Rafa, c'est vraiment un addict au tennis. C'est un addict à la gagne. Enfin, c'est de la folie, on le connaît tous. On a tous des images en tête de lui étant très jeune et s'entraînant comme un acharné. Des images de lui aux petits as où il avait ce rêve en tête. Alors, non pas de gagner Roland Garros, c'est assez marrant. Lui, il voulait gagner Wimbledon de base. Il l'a réalisé également. Mais je pense qu'aujourd'hui, il se sent tellement chanceux d'être là où il est, même s'il a énormément travaillé pour, mais il se sent tellement reconnaissant que quitter le tennis maintenant, alors qu'il sent qu'il a potentiellement encore deux, trois trucs à faire dans le tennis, même si nous, on a du mal à y croire au vu de ce qu'on voit, au vu du Brisbane qu'on a vu, on se dit que ça va être dur pour Rafa d'aller chercher ne serait-ce qu'un 500 ou un 1000. Lui, il croit. Lui, il croit et il est le seul décisionnaire. C'est lui qui est dans ses chaussures et qui sait ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Et c'est dur, ça a dû être dur à Roland-Garros en 2022 de dire au revoir à tout le monde alors qu'il venait de gagner Roland-Garros et alors qu'il avait potentiellement d'autres tournois, d'autres choses à faire, le niveau de jeu nécessaire pour aller chercher d'autres titres. Donc, je pense que c'est de la passion, mais qui a un peu plus que de la passion. C'est une addiction, c'est clairement une addiction, comme l'ont pu avoir les Federer et les Djokovic. Il ne faut pas oublier que Federer, ce qui l'a sorti du circuit, c'est son physique, c'est rien d'autre. Donc, j'ai peur que ça fasse un peu pareil pour Rafa. On s'y dirige, on va en parler
encore plus en détail. Mais voilà, pour ce point-là, qu'est-ce que vous voyez pour Rafa sur terre battue? Est-ce que vous le voyez jouer les tournois de manière classique? On sait que l'année dernière, il a repoussé jusqu'à Roland-Garros pour, au final, déclarer forfait à Roland-Garros et ne pas jouer du tout sur terre battue. En 2022, il avait déclaré forfait à Monte-Carlo et à Barcelone avant de jouer Madrid pour se faire sortir par Alcaraz, avant de jouer Rome et se faire sortir par Shapovalov en boitant terriblement. Là, qu'est-ce qu'on imagine pour Rafa? Est-ce que vous le voyez sur les cours déjà, sur terre? Est-ce que vous le voyez compétitif? Quand je dis compétitif, c'est est-ce que vous le voyez jouer 2-3 matchs d'affilée sans même parler de performance, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes totalement pessimiste sur Rafa? Quel est votre ressenti là-dessus, Rob? Qu'est-ce que tu vois pour Rafa sur terre? Moi, je suis assez pessimiste, déjà parce qu'on ne sait même pas s'il va pouvoir faire des tournois de préparation à Roland-Garros. On ne sait même pas s'il va pouvoir aller à Roland-Garros avec ses problèmes au dos. Il y a une rumeur comme quoi il y aurait des problèmes aux abdos aussi, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est très très dur de se prononcer. Dans le cas où il viendrait quand même à jouer, même là, je suis assez inquiet parce que quand on voit que le corps a tiré très très vite à Brisbane et même en jouant au Netflix Slam, je me dis que on n'est malheureusement pas à l'abri d'une petite douleur à un moment donné et encore des doutes à suivre. Donc moi, je suis assez pessimiste. Après, il peut bien nous faire mentir, comme il l'a si souvent fait, comme en 2022. Maintenant, ça va être très très compliqué. Le seul facteur qui peut peut-être l'arranger, c'est que c'est de la terre battue. On sait que c'est moins gênant pour lui physiquement, qu'il a souvent moins eu de blessures sur cette surface-là. Donc c'est un peu ce à quoi je m'attache pour me dire que pourquoi pas, il peut avec de la confiance, 2-3 matchs. Puis après, le côté, j'arrive à Roland. À Roland, je suis l'homme un peu imbattable, on ne sait jamais. Enfin, la théorie de 2022, quoi, il arrive et on ne sait pas, quoi, parce que ça reste Rafa à Roland et mentalement, n'importe qui l'affronte. Tu peux jamais dire, ouais, je suis content de prendre Rafa à Roland, même si c'est un Rafa pas à 100%. Donc, on est un peu dans le domaine de l'irrationnel. C'est un peu la seule option pour moi qui expliquerait qu'il puisse faire quelque chose. En dehors de ça, malheureusement, je suis assez pessimiste. Conce, quel est ton ressenti? Comment tu vois ça pour Rafa sur C'est terre? difficile d'être optimiste en tout cas. Ouais. Déjà factuellement, où je disais là que sur l'année écoulée, on a eu pas mal de vidéos de Rafa qui circulaient à l'entraînement pour finalement annoncer son forfait tournoi après tournoi. Là, c'est encore pire parce qu'on a eu quelques vidéos d'entraînement juste après Indian Wells où il disait qu'il faisait ses premiers pas sur terre. Et après, ça a été totalement verrouillé où ses entraînements chez lui dans son académie, les spectateurs ne peuvent pas les filmer. Donc, on ne sait pas du tout comment il évolue, à quel niveau il évolue, mais en tout cas, c'est pas très bon signe, d'autant plus qu'il a des pépins physiques à droite, à gauche. Il n'a pas de repère. Et aussi, ce qu'il faut penser, c'est que le classement, certes, il peut faire marcher son classement protégé, mais dès le premier tour, il peut tomber contre un Holger Rune, contre un Novak Djokovic. Donc, il faut qu'il ait la possibilité, même s'il venait à être à peu près en bonne santé et à s'aligner sur un tournoi, il faut qu'il ait la possibilité de pouvoir enchaîner 2-3 matchs. Et en ce moment, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le battre. Donc, si c'est pour perdre à la Grinta en 3-7 ou en 5-7 au premier tour contre un gros cador, c'est bien, mais ça s'annonce très compliqué pour se faire de la confiance, des points. Et également, forcément, s'il va jouer contre des joueurs mieux classés, ou on va dire plus à l'aise dans les premiers tours, il y a aussi un risque de blessure. Et là, on voit que le corps est en train de péter à plein d'endroits différents. Il y a eu cette opération, il y a eu une blessure à un endroit différent après Brisbane, après potentiellement le dos, etc., etc. Donc, c'est très, très compliqué. Et là, on n'a aucune garantie physique. Donc, pour moi, tous les voyants sont au rouge, pour le coup, pour l'Espagnol. Ok, donc des visions assez pessimistes, effectivement. Pour avoir réfléchi un petit peu à la question, je pense que Rafa ne gagnera pas de tournoi sur terre. Enfin, j'avais un peu après l'avoir vu à Brisbane, je me suis dit qu'il pouvait largement, potentiellement, aller chercher un Barcelone ou même un Rome, Oui. moi qu'il aime beaucoup. Là, voilà, je me suis fait une raison. Enfin, il y a des joueurs qui jouent vraiment extrêmement bien sur terre battue. Même un Sinner qui n'a pas été performant sur terre les années précédentes. Là, s'il joue un Rafa, je ne vois pas comment Rafa pourrait aller chercher Sinner. Déjà que quand Rafa était bien, il pouvait avoir un peu de mal contre un Sinner qui prenait un peu d'expérience, mais qui était le tout jeune Sinner. Là, c'est complètement différent. Donc, et je cite que Sinner, hein, on oublie le top 10, le top 10, le top 20, tous les joueurs qui jouent très très bien sur terre battue. Mais je pense qu'il sera à Roland Garros. Je pense que Rafa sera à Roland Garros et jouera Roland Garros parce que je ne peux pas
imaginez Rafa rater 2 années consécutives Roland Garros, surtout à son âge, il le supportera pas. Il le supportera pas, il sait que c'est la fin là, dans quelques mois, il sait très bien que c'est la fin quoi qu'il arrive. Donc je pense, j'espère qu'il va faire avoir cette lucidité d'attendre là, même si il se sent à 50% à Monte-Carlo. J'espère qu'il aura la lucidité de pas jouer, de pas aller à Barcelone, de pas aller à Madrid. Au pire, tu reprends à Rome et tu fais un match et tu vois comment ça se passe. Si vraiment, enfin, tu prends ton temps, tu vas à Rome, tu fais ton match et tu vois ce qui se passe. Si tu gagnes et que t'es pas trop gêné, tant mieux, tu joues ton deuxième match. Si tu gagnes et tu sens que tu as vraiment puisé dans tes ressources, tu arrêtes et tu t'essayes d'être au maximum de tes capacités pour Roland. Et au pire, si à Rome, tu sens que c'est toujours pas ça, tu fais rien. Mais l'objectif, c'est Roland Garros. Enfin, il peut plus enchaîner. On le sait qu'il peut plus enchaîner comme en 2017 où il joue, je sais plus, quasiment une trentaine de matchs. Enfin, ça, c'est terminé. On est à des années-lumière de ça. Et je pense qu'il donnera tout pour Roland une dernière fois au moins, même si dans mes prévisions un peu en début d'année, je pensais qu'il arrêterait à Roland-Garros en 2025. Je vais toujours aller dans ce sens, mais je pense que il jouera, de toute façon, il jouera plus des dizaines de tournois. Là, ça y est, on est sur la toute fin. Donc je pense qu'il sera à Roland. Je peux me tromper, j'espère que ce sera le cas, parce qu'on aimerait bien le revoir quand même une dernière fois à Paris. Et on y arrive à Paris très, très largement. Et d'ailleurs, sur ces gros rendez-vous, on a Roland-Garros, on a Wimbledon, on a le JO. Qu'est-ce que vous feriez pour optimiser ce calendrier, enfin ce calendrier, ces 3 tournois, ces 3 énormes rendez-vous? Où est-ce que vous iriez à sa place en prenant en compte forcément la situation, son physique? Est-ce que vous squeezez Wimbledon, où on sait qu'il y a Djokovic, enfin, il y a d'autres joueurs très très puissants, où on sait que Rafa ne fera pas forcément le poids? Est-ce que vous iriez sur Roland Garros, sur les JO, que sur Roland Garros, que sur les JO? Enfin, qu'est-ce que vous feriez voilà, très vite si vous avez un petit scénario idéal pour lui? Qu'est-ce que ce serait, Cons? C'est pas évident et je voulais juste rebondir aussi Ouais. sur ce que tu disais, ce qui pose question, c'est que, a priori, cette contracture au dos a été soulignée par David Ferrer lors du Netflix Slam contre Alcaraz et là, ça fait quasiment 4 semaines et s'il y a toujours des incertitudes, c'est que c'est problématique quand même de pas avoir été en mesure de se soigner. Donc, ça, c'est le premier point et par rapport au calendrier idéal, bah, pour moi, j'optimiserais encore une fois la terre battue. C'est là où il a le plus de confiance, le plus de vécu, c'est sa surface. C'est là aussi où potentiellement des difficultés au service ou autres peuvent être un petit peu plus camouflées, même si derrière, c'est compensé par ce qu'il va devoir plus courir. Et les deux choix s'entendent par rapport à un Rafa ultra agressif qui te fait service volé et qui va plutôt concourir sur surface rapide à Wim, ou un Rafa qui va rester plus dans la position défensive. Mais pour moi, je pense que c'est important, en tout cas, si dans sa tête, il veut faire Roland Garros, et j'imagine qu'il veut faire Roland Garros, de pas switcher de surface comme ça, terre, gazon, terre. C'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc pourquoi pas jouer durant cette période estivale un peu aussi des tournois sur terre avant les JO. Et la meilleure cartouche, j'ai envie de dire, c'est potentiellement les JO, mais en double avec Alcaraz. C'est déjà ce qu'on disait en fin d'année dernière, en tout cas pour moi, où c'est peut-être là où il peut être le plus compétitif. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rob, si tu es de mon avis ou si pour toi c'est un va-tout sur Wimbledon. Non, je suis complètement de ton avis. Pour moi, ça serait la plus grande des bêtises d'aller à Wimbledon parce que déjà, on t'a peut-être pas évoqué, je crois, mais il y a le risque de blessure surtout. Enfin, même si en dehors du fait de perdre le rythme de la terre battue, enfin, le gazon, on l'a vu contre Fritz en 2022, il se blesse dessus. Et là, quand on voit que le physique est encore plus mauvais qu'il y a 2 ans, je me dis la probabilité qu'il se blesse à Wimbledon est quand même assez élevée. Et en plus, comme tu l'as dit, pour moi, il a quasiment aucune chance de faire quelque chose à Wimbledon. Il y a des joueurs très puissants, un Sinner qui est en pleine forme, un Alcaraz qui sera encore là, un Djokovic qui, c'est pour moi son meilleur tournoi, celui qui a le plus de chances de remporter. Donc, je vois pas ce qu'il pourrait faire à Wimbledon. Peut-être gagner quelques matchs sur un malentendu, mais honnêtement, ça serait pas intéressant. Et si on part dans cette optique où il y a de très très fortes chances que ça soit sa dernière saison, autant tenter les JO. C'est à Paris. Sur le cours Philippe Chatrier, là où il est à l'aise, le doublé avec Alcaraz, même en simple, si jamais il arrive vraiment à se soigner physiquement, s'il arrive à enchaîner quelques matchs à Roland, comme tu l'as dit, peut-être faire quelques matchs sur terre entre deux. Il y a Hambourg notamment, c'est un 500, il y a quand même quelques joueurs sympas. Ça pourrait être un bon tournoi pour prendre de la confiance et arriver sur ces JO avec, si vraiment ça va, pourquoi pas une vraie ambition. En tout cas, moi je pense que c'est ça qu'il doit privilégier.
Après, on en parlera peut-être juste après, mais est-ce qu'il faut s'arrêter justement sur ces JO? Ça, c'est un autre débat. Ouais, bon, on y vient. On finit peut-être avec ces deux grosses questions. Comment est-ce que vous voyez sa fin de carrière? Alors, quand je dis comment, c'est dans quelles conditions, où est-ce que vous voyez sa fin de carrière, quand est-ce que vous voyez sa fin de carrière? Et deuxième question, quelle serait justement une bonne fin de carrière pour Rafa à l'heure qu'il est? Quelle serait une fin de carrière réussie? Est-ce que ce serait de gagner un grand chelem? Ça paraît très très compliqué. Est-ce que ce serait je sais pas, de faire une demi à Roland-Garros? Comment on jauge une bonne fin de carrière pour Rafa? Donc, comment vous voyez sa fin de carrière et quelle serait justement une fin de carrière réussie pour Rafa, Cons? Déjà, je vais faire une petite digression. Je suis un grand fan de Rafa, comme vous pouvez le voir, mais je suis aussi un grand fan de tout ce qui concerne la japanimation. Et dans les animés manga, il y a un style qu'on appelle le shonen. On retrouve Dragon Ball, One Piece, Naruto. Et je trouve que la comparaison est intéressante entre un héros de shonen et justement Rafael Nadal, où le gars, il a beau être mort, presque KO, mais il est toujours capable de se relever, de nous faire vibrer et de renverser le méchant, un petit peu comme un Luffy, comme un Naruto, comme un Sangoku, où on a l'impression qu'ils sont entre la vie et la mort, mais ils arrivent à nous surprendre et jusqu'au bout à nous faire croire quelque chose. Et c'est pourquoi je suis sûr, il y en a qui ont encore cette lueur d'espoir. Et ils ont raison, au vu de ce que nous a montré Rafa en 2022, de se dire, si Rafa il s'aligne à Roland-Garros, il a une chance de gagner. Je pense qu'il y en a derrière là qui vont regarder cette vidéo, je pense qu'il y en a qui ont cette conviction. C'est pas la mienne à l'heure actuelle, mais c'est fou de se dire, voilà, la personnalité, la légende qu'incarne Rafa, d'autant plus sur le cours Philippe Chatrier, qu'il y en a qui sont prêts à avoir cette conviction. Et c'est pourquoi on peut encore y croire par rapport à ce qu'il a fait, même si personnellement, j'ai du mal à y croire. Je pense que son va-tout, ça a été en 2022. C'était un petit peu sa dernière danse par rapport à tout ce qu'il a montré et que c'est un peu une belle métaphore de sa carrière, ce premier semestre 2022. Donc là, par rapport à comment il va finir, déjà, j'espère qu'il va finir sur un court, sur une compétition officielle, pas sur une exhibition en Arabie payée des millions, qui va finir en se sentant bien, en tout cas qu'il est dans de bonnes dispositions pour concourir. Et moi, j'aimerais juste ça, le dernier frisson. Dernier frisson, c'est pas forcément gagner un titre. Si le dernier frisson, c'est un 5e set contre Carbales Baena au second tour de Roland-Garros, une victoire arrachée, c'est mon dernier frisson, mais j'ai envie de vibrer encore une fois avec Rafa et pas de me dire il est encore forfait là. Parce qu'on se le dise, depuis Wimbledon 2022, Rafa, c'est plus un joueur de tennis. Ouais. On est là, on est fan, mais au final, on a plus l'habitude de le voir forfait sur forfait. C'est presque loin, Rafa, quand il joue au tennis. Là, j'ai vraiment envie de le voir se positionner sur un tournoi, être en mesure de concourir avec ces éléments qu'il a en ce moment, mais pas blessé, et qui finissent par un match où on le sent, voilà, il piétine, il boite, parce que physiquement, ça a lâché durant le match. Donc si ce dernier frisson, c'est un deuxième tour popcorn contre un Carbales Baena qui fait 7-5 au 5e set, je prends. Mais voilà, c'est ça que j'ai envie de voir, ce dernier coup de génie de Rafa, et de se dire, c'est pour ça que je te supporte depuis des années. C'est ce genre de match qui me fait t'apprécier, et c'est bon. Maintenant, tu as rendu ton dernier souffle, tu peux partir tranquille. Rob, toi, comment tu vois un peu la fin pour Rafa? Et justement, quelle serait une belle fin pour Rafa selon toi? Bon, moi je suis assez pessimiste comme je l'ai dit avant. Après, pour moi, une belle fin, je rejoins plutôt Cons. Ça serait faire vivre des dernières émotions à ses fans. Donc ouais, un dernier gros coup, peut-être une victoire face à un membre du top 30 ou un bon joueur, ou pourquoi pas un run, un 8e de finale ou un quart de finale sur un Masters 1000 ou à Roland. Moi, à l'heure actuelle, ça serait plutôt une belle fin. Après, il y a toujours ce débat de est-ce qu'il aurait dû finir à Roland-Garros 2022 au sommet. Ça, c'est plutôt mon avis. Maintenant qu'on en est là, je pense que la belle fin, ça serait déjà le voir sur un terrain, un minimum compétitif, et juste pouvoir qu'il puisse prendre du plaisir, en fait, gagner quelques matchs, se faire plaisir, et puis partir dans de bonnes conditions, et on l'espère sur un court, quoi, pas partir sur une vidéo ou quoi, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, quoi. Assez d'accord. Je raisonnais en termes de parcours en Grand Chelem. Je me disais, demi, quart à Roland, est-ce que ce serait une belle fin? Mais finalement, je vais te rejoindre sur ce dernier frisson. Enfin, je vais vous rejoindre parce que on a l'exemple Federer. Federer, quart de finale à Wimbledon, mais on se souvient pas de ce tournoi. Enfin, il n'a pas fait vibrer. Il nous a pas tant fait vibrer que ça dans ce tournoi. Non. Mis à part qu'il fait un quart de finale à un âge tellement avancé que c'est exceptionnel. Juste ça.
Rafa, il est connu pour des matchs exceptionnels. On pourrait en citer des dizaines, même à 30 ans, à 32 ans, à 35 ans, on pourrait en citer tellement. Il nous a fait des chefs-d'œuvre contre Thiem, contre Djokovic, contre Dimitrov. Enfin, en veux-tu, en Medvedev. voilà. Ouais, clairement. Medvedev, plusieurs. Donc ce serait ouais, revivre peut-être ça. Une dernière étincelle, je vous rejoins complètement. Parce que voilà, Federer, il finit avec un 6-0, enfin 7-6, 6-3, 6-0. Ouais, Alors à la limite, il fait sûr. un bon tournoi quand même. Il bat des bons joueurs, il bat Sonego. Je m'en souviens de ce match. Hein. Manarino, Ouais, il avait Manarino compliqué, Gasquet, Nori. compliqué, Mais ouais. le truc, c'est ce qu'on se disait, c'est OK, Federer, on lui reproche, il finit sur 6-0 dans son jardin, mais il finit quand même sur un huitième à Roland et un quart à Wim. Ouais, Et à l'heure actuelle, est-ce que Rafa est capable de faire aussi bien? c'est ça. Moi, je préférerais qu'il nous fasse un deuxième tour où j'ai une émotion exceptionnelle, qu'il finisse avec un huitième ou un quart où il se passe pas grand-chose, où il se fait étriper en 3-7. Voilà. Après, c'est ouais, donc, je suis peut-être. plus sur ce dernier frisson. On a tellement vécu des émotions exceptionnelles avec lui que voilà, on peut peut-être revivre ça une dernière fois. Je pense on est aligné là-dessus. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire concernant Rafa? Bah, lui souhaiter le meilleur. Juste espérer que, comme j'ai dit, il puisse finir dans des bonnes conditions, être heureux. Après, quoi qu'il arrive, je dirais, même si sa fin de carrière n'est pas à l'auteur de la légende qu'il est, on ne pourra pas lui en vouloir parce que ça reste l'un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever. Et toutes les émotions qu'il nous a procurées resteront quoi qu'il arrive. Les victoires folles, les 22 grands chelems, enfin voilà, même le personnage en lui-même, enfin ça restera une icône du sport et bien plus que cela, une des grandes figures de cette époque. Donc voilà, juste espérer qu'il puisse finir heureux. Et même si ça n'était pas le cas, je pense qu'il nous a tellement apporté qu'on peut juste le féliciter, quoi. C'est clair, beaucoup de gratitude et quoi qu'il arrive, aussi mauvaise soit-elle sa fin de carrière, n'entachera jamais son immense palmarès, sa grandeur, sa légende et on peut lui souhaiter voilà de concourir une dernière fois en bonne santé, pourquoi pas sur terre battue, sur sa surface et c'est vrai comme un beau repas, on a envie de finir quand même sur une bonne note. Donc vas-y Rafa, donne-nous ce dernier frisson qu'on attend. Parfait. Moi, je vous rejoins complètement. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la fin de Rafa. Est-ce que vous voyez une belle fin ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça va être difficile? Dites-nous voilà, si vous pensez qu'il est encore capable d'aller chercher ce tournoi, ce gros match. Dites-nous si sa fin de carrière s'annonce belle ou alors plutôt triste, comme son homologue suisse. En tout cas, restez avec nous durant toute cette saison sur terre battue parce que ça va envoyer du lourd, plein de gros rendez-vous jusqu'à Roland-Garros, puis Wimbledon, puis les Jeux Olympiques. Ça va être intense. Prenez soin de vous et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Ciao ciao.